Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'OM. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait plus parlé de l'OM. La dernière fois que j'ai parlé de l'OM sur la chaîne c'était pour évoquer le cas Igor Tudor et à ce moment-là on savait pas s'il allait partir, mais je crois que j'en avais aussi reparlé lorsqu'il a quitté le club. Voilà, je m'étais montré assez déçu de son départ et je m'interrogeais sur qui pourrait le remplacer et surtout je m'interrogeais pour savoir si son remplaçant avait la capacité de faire mieux. S'en sont suivi des semaines voilà, de flou, on ne savait pas vraiment qui allait remplacer le coach croate, il y a eu Gallardo, il y a eu Fonseca, il y a eu Marcelino, il y a eu cette fameuse course à 3 et puis finalement c'est le dernier cité qui a tiré son épingle du jeu et qui a été engagé par Pablo Longoria face au refus dans un premier temps de Marcelo Gallardo. Voilà, c'était le refus personnel du coach argentin de venir à l'OM et face au refus de Lille de lâcher son coach puisque Paulo Fonseca voulait venir à l'OM mais malheureusement Lille a été plutôt réticent lors des négociations et s'est montré absolument intraitable. Et donc on se retrouve avec un peu le plan C de Pablo Longoria et on va essayer de faire les points positifs et les points négatifs, la thèse et l'antithèse, et puis on va finir sur une synthèse pour savoir est-ce que c'est le bon choix, oui, non, et mon avis personnel à la fin. Alors pourquoi Marcelino est un bon choix dans un premier temps, et quand même je ne vais pas vous mentir, il y a quand même plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs et je trouve que Longoria s'en sort quand même plutôt bien face à tous les échecs que l'OM a essuyé. J'ai ma liste de notes, mais la première chose pour dire que c'est positif, c'est que c'est un coach expérimenté, c'est un coach exigeant. Marcelino, c'est un coach qui a quand même 57 ans, c'est un coach qui est dans le métier depuis très longtemps, qui a énormément d'expérience. C'était pas le cas d'Igor Tudor, c'était le cas de Sampaoli, mais voilà, Sampaoli c'était quand même aussi un coach relativement jeune, Villas-Boas c'était aussi un coach relativement jeune, mais c'est vrai que Marcelino est un coach qui a de l'expérience, qui est âgé, qui a vraiment managé des groupes depuis très longtemps. Il est vraiment dans le game, on va dire, depuis le début des années 2000, voire même la fin des années 90. Donc c'est vraiment un coach qui a énormément d'expérience et puis c'est un coach qui est très exigeant. Je vous renvoie au témoignage de Francis Coquelin, qui est un milieu de terrain de Villarreal, un milieu de terrain français, qui a joué à Arsenal aussi dans le passé, qui était un plutôt bon milieu de terrain et qui a témoigné sur Marcelino puisqu'il a travaillé avec lui à Villarreal et qui a dit que c'était un coach très très exigeant, surtout en ce temps-là de pré-saison où les coachs veulent vraiment préparer leurs joueurs à fond, ils veulent vraiment faire en sorte que l'équipe arrive au top. Et bien c'est un coach qui est très très exigeant et ça c'est positif parce que c'est dans la continuité d'Igor Tudor. Rongier avait témoigné sur le travail dur qu'il faisait sous Igor Tudor et sur l'exigence du coach croate. Et bien là on est vraiment dans la continuité de ce que faisait Igor Tudor, c'est-à-dire qu'on a un coach qui est vraiment très exigeant. J'irais même jusqu'à Sampaoli. Sampaoli aussi était un coach qui était très exigeant, notamment aussi sur les pré-saisons, parce que c'est important de bien se préparer sur la pré-saison, surtout lorsque l'on connaît le début de saison qui attend l'OM, le début de saison absolument effréné avec de très nombreux matchs qui attendent l'OM. Et bien avoir un coach exigeant, avoir un coach expérimenté qui sait gérer ce genre de moments un peu chauds où il y a énormément de matchs, et bien c'est très intéressant. Et donc on est vraiment dans la continuité de Tudor au niveau de l'exigence. Au niveau de l'expérience non, puisque maintenant on a un coach qui est très expérimenté contrairement à Tudor, mais là on a vraiment un coach qui à l'image de Tudor est très très exigeant sur les séances d'entraînement, qui est très exigeant sur les cours, sur la forme physique des joueurs, etc. Donc on est vraiment sur la continuité d'Igor Tudor et ça c'est vraiment positif. Ensuite, si on parle de l'expérience de Marcelino en Espagne, eh bien il faut savoir que Marcelino en Espagne c'est quand même de très belles choses. Il a ni coaché le Barça, ni coaché le Real, ni coaché l'Atlético et pourtant il peut se targuer quand même d'avoir un très bon bilan. Il a coaché Villarreal, Bilbao, Séville. Donc c'est un coach qui a vraiment l'habitude de ces clubs-là, je vais pas dire de seconde zone, mais des clubs qui sont, voilà, on va dire que c'est pas le PSG. Il coach l'OM n'est pas le PSG. Comme il coachait Villarreal et qui ne sont pas le Barça et le Real. Donc il a l'habitude de ce genre de situation où il prend des clubs qui ne sont pas le top du top de leur championnat respectif. Évidemment l'OM c'est le top du top, mais chez nous le top c'est le PSG. Et bien en Espagne le top du top c'est le Barça et le Real. Il a réussi à se montrer subversif dans ces clubs-là. Il a réussi vraiment à gagner des trophées parce qu'il a gagné la Coupe du Roi avec Bilbao. Il a réussi à gagner des matchs face au Real, face à l'Atlético, face au Barça. Donc c'est un coach qui a su faire jouer ses équipes, qui a su faire gagner ses équipes face à des mastodontes avec le Real et le Barça. Et je pense que ça peut être intéressant avec l'OM où il pourrait pourquoi pas aller gagner des matchs face à des grands d'Europe en Ligue des Champions ou face au PSG en championnat. Donc voilà, c'est un coach qui a l'habitude d'avoir cette position un peu de Goliath, d'avoir cette position un peu de faible, voilà, d'avoir cette position de gars qui vient défier un peu, qui vient renverser l'ordre établi. Et ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ce coach là qui a déjà battu des gros, parce que ça peut être intéressant face au PSG notamment et face à ces clubs là qui sont évidemment meilleurs que nous de base. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis aussi la proximité avec Longoria.
Longoria. On le sait, Marcelino est très ami avec Longoria, ils se connaissent depuis une vingtaine d'années, et même si le coach espagnol n'était pas le premier choix de Pablo Longoria, eh bien cette proximité humaine peut vraiment s'avérer intéressante, parce que quand on bosse avec un ami, forcément on est beaucoup plus performant que quand on bosse avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, ou que l'on doit apprendre à connaître. Quand on doit apprendre à connaître quelqu'un au travail, forcément ça complique un peu les relations, et ça devient un peu difficile, parce qu'il faut apprendre à connaître le tempérament de la personne, apprendre un peu à connaître ses méthodes, etc. Là, les deux se connaissent très très bien, et ça c'est vraiment un point positif, parce que dans le football, il y a peu d'amitié, il y a beaucoup d'intérêt, mais il y a peu d'amitié. Or là, on a vraiment face à une amitié qui est très solide, de gens qui se connaissent très bien, qui savent se dire les choses, qui connaissent tous les deux très bien le football et qui ont un peu la même vision du football. Donc ça peut vraiment être très intéressant sur le plan humain. Cette proximité avec Pablo Longoria est vraiment très intéressante, et je tenais vraiment à la souligner. Maintenant, on va parler un peu de tactique, on va parler du style de jeu. Le style de jeu de Marcelino, contrairement à celui de Tudor, n'est pas forcément dur à assimiler. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a vraiment face à un 4-4-2. Lui, il l'a dit lors de sa conférence de presse, il a dit ce sera un 4-4-2, on peut le muer un peu en 4-2-3-1, on peut aussi jouer en 4-3-3, pourquoi pas aussi face avec les adversaires qu'on aura, etc. Donc il saura aussi s'adapter aux adversaires, même si il a dit qu'il allait pas toujours s'adapter aux adversaires et que sa ligne directrice c'était le 4-4-2 à place. C'est un système qui, pour un joueur professionnel, pour un joueur de Ligue 1, n'est pas forcément dur à assimiler. Igor Tudor, c'est que l'année dernière c'était compliqué, on savait pas vraiment ce qu'il voulait. Voilà, on avait du mal un peu avec lui parce que les pistons c'était les meneurs de jeu, Mbemba qui était central se projetait beaucoup vers l'avant, on demandait des rôles assez spéciaux à Sanchez, je me rappelle parce que Sanchez était tout seul en neuf devant, donc on lui demandait un rôle assez spécial, donc c'était assez compliqué d'assimiler la volonté d'Igor Tudor, d'assimiler vraiment les volontés du coach croate et sa mise en place tactique. Or là, on a vraiment face à un coach qui a un 4-4-2, qui a sa ligne directrice avec des joueurs qu'il saura forcément intégrer au dispositif très rapidement, parce que c'est un système qui n'est pas forcément dur à comprendre pour un joueur de football de niveau professionnel. Un 4-4-2 à plat, voilà, c'est pas forcément compliqué, alors que c'est vrai que le style de Tudor, comme je l'ai déjà dit, c'était beaucoup plus difficile pour les joueurs de le comprendre. C'est pour ça qu'on s'est un peu pris la tête aussi avec Tudor pendant un certain moment, parce que on avait du mal à comprendre ce que voulait le coach croate. Or là, on a vraiment un 4-4-2 qui est plutôt solide, qui est plutôt pas mal et qui est plutôt facile également à assimiler. Et puis le dernier point, l'avant-dernier point, c'est que il peut s'entendre avec les bosseurs. Moi, c'est ce que j'appelle les bosseurs entre guillemets, c'est les joueurs comme Rongier, comme Bemba, comme Sanchez s'il vient à prolonger, même si c'est mal parti, comme Gigot. C'est ces joueurs-là qui vont bosser, qui vont énormément courir, qui vont mettre beaucoup d'abattage physique. Par exemple, des joueurs aussi comme Veretout, des joueurs qui vont beaucoup courir, qui vont donner beaucoup d'énergie, qui sont des soldats. Il peut s'entendre avec ces joueurs-là parce que lui, il est comme ça. Il est exigeant. Son 4-4-2 à plat, voilà, son 4-4-2 à plat parle pour lui. C'est un système où on attend, où on essaie vraiment de défendre en bloc, même si il a dit quand même qu'il comptait aussi faire un contre-pressing. Il veut vraiment aussi aller chercher l'adversaire. C'est pas juste un 4-4-2 à plat où on attend derrière façon années 80. Là, non, c'est vraiment, on va aussi essayer de s'adapter à ce qu'est le football aujourd'hui, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les équipes adverses très haut. Donc voilà, là aussi, il a dit qu'il a son 4-4-2, qu'on va défendre en bloc, en zone, qu'on va aussi miser sur les transitions rapides, mais il sait aussi jouer en contre-pressing. Mais il peut aussi s'entendre avec les soldats de l'équipe, voilà, Rongier, Gendouzi, si ce dernier reste, mais Gigot, Veretout, ces mecs-là qui courent beaucoup, qui sont un peu des chiens sur le terrain, parce que lui aussi a cette exigence, ce 4-4-2 à plat aussi, comme je l'ai dit, parle pour lui, donc ça peut vraiment être très intéressant au niveau de l'exigence et de l'éthique de travail. On va aborder maintenant le dernier point, c'est que j'ai l'impression que le mercato va un peu en son sens. L'arrivée de Kondogbia le prouve. L'arrivée de Kondogbia avec lequel Marcelino a bossé à Valence, elle est vraiment très intéressante parce que ça montre que Longoria a envie d'inscrire des joueurs que Marcelino connaissait avant dans le projet actuel du coach espagnol. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que on n'a pas de, comme je l'ai dit, ils s'entendent très bien. Donc on n'a pas de président qui fait un peu des enfants dans le dos à son entraîneur, qui ramène des joueurs dont ce dernier ne veut pas. Là, on a vraiment un président qui veut mettre bien, entre guillemets, l'entraîneur en lui mettant, en recrutant des joueurs qu'il connaît déjà. C'est vrai qu'avec Tudor l'année dernière, c'était pas le cas. C'était pas les joueurs que voulait Tudor qui sont arrivés lors du mercato dernier. Forcément, Tudor a dû se montrer pragmatique et essayer de s'adapter. Or là, on a vraiment face à un président qui veut vraiment faire les choses en bonne et due forme et qui veut vraiment mettre bien le coach actuel et vraiment le mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir bien commencer la saison. Ensuite, le nom, on va y venir rapidement en 2-3 minutes. Le premier argument des anti-Marcelino, parce qu'il y en a déjà, c'est n'a entraîné qu'en Espagne. Alors forcément, ça c'est un problème évidemment, parce que quand tu as entraîné en Espagne pendant 20 ans, tu arrives dans le foot français, c'est un autre contexte, évidemment qu'il va falloir qu'il l'apprenne, qu'il va falloir qu'il assimile un peu ce qu'est la Ligue 1, parce que la Ligue 1 c'est pas la Liga, ça joue beaucoup moins au football, mais Marcelino n'est pas un entraîneur connu pour jouer au football non plus, c'est un coach espagnol, mais il n'est pas friand du tiki-taka non plus, c'est pas un coach comme ça du tout, donc je pense qu'il peut s'adapter parce qu'il jouait pas en Espagne le jeu espagnol, il jouait pas en Espagne, voilà, le jeu de passe, le jeu de position, etc. En Espagne, il jouait un football déjà que l'on connaît un peu plus en France,
d'expérience, donc je pense que là-dessus j'ai pas d'inquiétude. Il a entraîné qu'en Espagne, mais la psychologie des joueurs est la même. Que ce soit en France ou en Espagne, c'est des humains. Donc évidemment qu'il a 20 ans d'expérience en Espagne, etc. Mais en termes de psychologie, de toute façon, l'être humain et le joueur de foot fonctionnent toujours pareil. Donc là aussi, je m'inquiète pas là-dessus, même si évidemment qu'il faudra qu'il assimile ce qu'est la Ligue 1, le combat physique. Évidemment, c'est différent de la Ligue 1. Et puis, le nom, n'était pas le premier choix de Longoria. Peut-être que Longoria avait construit quelque chose, avait déjà établi des plans avec d'autres entraîneurs. Peut-être qu'il avait déjà bosser des choses avec Gallardo, penser à bosser des choses avec Gallardo, penser à bosser des choses avec Fonseca, et le fait que Marcelino soit un peu le plan C, forcément ça invite Longoria à retravailler tous ses plans, et ça forcément ça va peut-être nous demander un temps d'adaptation que nous n'avons pas à Marseille, parce que la saison va commencer très très tôt, qu'on va devoir très vite se remettre au diapason, et forcément ça va être assez difficile, mais là aussi je m'inquiète pas. Je pense que Longoria avait une shortlist très très longue et qu'il a su voilà, se montrer prévoyant et vraiment prévoir des plans avec chaque entraîneur qu'il supervisait. Donc là aussi je m'inquiète pas vraiment. Et puis surtout, comme je le disais en préambule, il le connaît très bien. Donc forcément il n'a pas besoin de s'adapter à lui. Ensuite, c'est différent de Tudor tactiquement. Là tu vas passer d'un système à 3 à un système en 4-4-2. Forcément, même si j'ai dit que le 4-4-2 n'était pas dur à assimiler pour un joueur pro, il va quand même falloir le travailler. Il va quand même falloir faire des mises en place tactiques. Et moi je m'interroge sur certains joueurs. Est-ce que Klose peut jouer dans un 4-4-2 alors qu'il a joué piston dans une défense à 3 toute sa carrière? Je pense pas. Est-ce que Tavares, qui n'est pas le joueur le plus intelligent du monde, va pouvoir s'adapter, s'il reste l'année prochaine, va pouvoir s'adapter à ce que lui demande Marcelino dans ce 4-4-2 où il faut surtout bien défendre avant de bien attaquer? Est-ce que Mbemba, qui a eu vraiment l'habitude de jouer à 3 cette saison et qui s'est montré très offensif, parce qu'il avait deux mecs derrière lui pour le couvrir, est-ce qu'il va pouvoir les refaire dans une défense à 4? Je pense pas. Il pourra plus faire ces percées-là qu'il faisait lorsqu'il était au sein d'une défense à 3, mais Mbemba, je m'inquiète un peu moins parce qu'il a déjà joué à Porto dans une défense à 4, etc. Mais c'est vrai que là aussi, Mbemba va devoir retravailler son style de jeu. Un gars comme Unai, où est-ce que tu le mets si tu joues en 4-4-2? Parce que du coup, il n'y a que deux milieux de terrain, mais on sait que les deux milieux de terrain que Marcelino veut, c'est des milieux de terrain travailleurs qui courent beaucoup, qui récupèrent des ballons. C'est pas le style du milieu de terrain marocain. On a parlé de l'exporter, pourquoi pas, sur le côté droit, ça peut être pas mal, mais voilà, je m'interroge aussi sur le rôle de certains joueurs dans cette remodélisation de la tactique marseillaise. Donc là aussi, il y a énormément d'interrogations. Est-ce que Guendouzi aussi va pouvoir jouer? Parce que là, il y a vraiment un surplus de milieu de terrain. On a Kondogbia, on a Rongier, on a Verretou, on a Unai, on a Guendouzi. Donc forcément, il y a Pape Gueye qui revient aussi. Donc il faudra faire un ménage, en virer 2, voire 3. Donc voilà, ça va être aussi compliqué. Et évidemment que le mercato devrait être bien fait. Il faudra bien attaquer la saison. Ça va commencer très vite, très fort. Donc voilà, je suis plutôt optimiste quant à l'arrivée de Marcelino. Je pense que vous l'avez compris. Après le départ de Tudor, j'étais évidemment très sceptique sur l'avenir du club marseillais dû à cette instabilité chronique. Mais là, je pense vraiment que l'arrivée de Marcelino va peut-être permettre à l'OM de travailler un peu plus sereinement, puisque c'est un entraîneur qui est expérimenté, qui est exigeant et qui a montré lors de sa conférence de presse énormément d'ambition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.